Alors je m'appelle Clément Lefebvre, je suis auteur de livres pour enfants et de bande dessinée depuis 13 ans à peu près. Je suis venu à la bande dessinée un peu par hasard, parce que je faisais surtout du livre illustré, du jeu de société, un peu dans le cinéma d'animation, tout un tas de trucs comme ça. Et puis j'ai signé un premier album chez un éditeur BD, chez Métamorphose, en 2010, je crois. Et c'était pas du tout de la BD, ça s'appelait Suzine Eldor m'éveille et c'était un livre illustré. Voilà. Et la bande dessinée est venue juste après. Le premier album, ça a été avec Séverine Gauthier pour l'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur, voilà, sur lequel on s'est vraiment amusé, éclaté, qui était très... Voilà. Et donc ça a commencé comme ça, et depuis, je continue toujours à faire autant de livres illustrés, mais j'arrive à glisser des albums de BD entre les projets, quoi. Donc Le Roi Ensommeillé, c'est un album chez Métamorphose, et c'est un album avec Myriam, on s'est rencontrés il y a quelques années lors d'un festival. Et on s'est tout de suite très bien entendu et on a eu envie de travailler ensemble. Moi je connaissais un peu son travail, notamment un livre qu'elle a fait avec Julia Sarda qui s'appelle Le Talisman du loup. Et à partir de ce moment-là, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a commencé à établir des projets qui n'avaient pas forcément de lien avec la bande dessinée. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était sur de la bande dessinée qu'on avait envie de travailler. Et avec Myriam, on communique énormément. On est presque voisins. On est en région parisienne tous les deux, donc c'est hyper facile de se côtoyer. Et à force de se voir, d'échanger, de se connaître, on en est venu à se dire qu'on avait envie de travailler vraiment sur quelque chose qui passionne Myriam, qui sont les contes classiques, de se les réapproprier et de les digérer et d'essayer d'en faire des récits qui soient assez contemporains. On a commencé avec un album chez Glénat qui s'appelait La Magicienne, et puis on a continué chez Métamorphose, là pour le coup, avec Le Roi Ensommeillé. Moi je viens du livre illustré, donc j'ai fait pas mal j'ai fait une adaptation du Petit Chaperon Rouge, et puis dans la plupart des albums sur lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours mis en lien, en référence sur des petits détails, des éléments qui étaient issus des contes. Je pense que c'est aussi ce qui a dû un peu séduire Myriam dans mon travail. Il y a un côté illustration classique un peu dans ce que je fais, qui colle bien justement avec l'univers du conte, avec un travail sur à la fois le détail, la couleur, la rondeur aussi. Moi je travaille, c'est très rond ce que je fais, donc ouais, c'était le point commun tout de suite avec Myriam, ça a été autour de cette fascination pour le conte, mais pas forcément le conte traditionnel, mais la façon dont le conte traditionnel il a évolué avec le temps, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans la littérature, il est toujours très 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 présent, et c'est ça qui nous intéressait au-delà de ça, quoi. En fait, l'album il a beaucoup évolué. Donc le rapport à la neige, c'était assez présent depuis le démarrage, ça faisait partie de notre fil conducteur. Maintenant, je pense que ce qui a amené cette chaleur-là, c'est qu'il y a beaucoup de passages en intérieur. Alors, je vais me contredire, mais comme c'est une aventure, que notre jeune héroïne Ena, elle parcourt un petit peu le monde endormi dans lequel elle se trouve, et qu'elle est confrontée aux intempéries, à la magie de cette neige qui endort le monde et tout ça, il y a toute une phase en extérieur, mais les parties chaleureuses, elles sont surtout dues au fait que quand je travaille des intérieurs, j'aime bien le rapport au clair-obscur. J'étais un grand admiratif de la peinture flamande. Moi, ça a toujours été mon truc. Les jeux de lumière, c'est toujours un truc qui m'a captivé. Avant, c'était
beaucoup techniquement. J'étais fasciné de pouvoir représenter la lueur d'une bougie. Maintenant, c'est plutôt pour des histoires d'ambiance. Parce que je trouve qu'en dissimulant beaucoup de choses par les jeux d'obscurité et de points lumineux, ça permet au lecteur de faire tout un chemin derrière qui va justement créer ces atmosphères-là, comme tu dis, on est dans le froid, mais on ne le ressent pas en permanence. Voilà. Je ne me pose pas du tout la question. À chaque fois que j'attaque un projet, je me sens un petit peu démuni. Et j'ai le besoin de créer une étincelle. J'ai la première étincelle qui est celle de la lecture du script ou des échanges qu'on a pu avoir avec les autrices et les auteurs avec lesquels je travaille. Ça, c'est la phase très excitante. Après, à partir du moment où je commence à faire les recherches visuelles, je suis toujours perdu. Je pensais que ça passerait avec le temps, mais non, ça passe pas. Et je crois que j'ai peur de la redite, même si effectivement il y a quelque chose d'identifiable dans mon travail et qu'il y a aussi des thématiques plutôt proches de la famille, de ce genre de choses. Il y a forcément des points de jonction, de raccord entre ces différents albums. Mais j'ai le sentiment qu'à chaque fois j'ai envie de le faire autrement. Mais même techniquement, je change d'outil. Là, mon dessin s'est un petit peu stabilisé sur les personnages, où ils sont un peu plus identifiables, et ça vient d'Épiphanie Freyer, où là ça a commencé vraiment à rentrer dans une certaine façon de dessiner les petits humains. Autant les personnages secondaires un peu loufoques et tout ça, alors ça j'ai toujours la même appétence à créer des trucs un peu exubérants, parfois malaisants aussi. Là, les interventions des ours, ils apparaissent pas... l'intervention des humains dans les ours n'interviennent pas de manière très simple, et c'est un vrai jeu pour moi de me dire, tiens, c'est une entrée en scène. Il faut quand même qu'on s'en souvienne, comment je vais faire pour que ce soit marquant. Voilà. Donc pour tous les personnages secondaires, j'ai jamais eu trop de difficultés, où c'est assez spontané, c'est des idées qui me viennent très vite. Par contre, je suis assez laborieux et assez en galère pour ce qui est de l'identification souvent de mes personnages et de leur approche graphique. Je suis passé par plein de phases, il y a eu des moments où j'avais des personnages avec des têtes en ballon, d'autres où j'étais dans des formes beaucoup plus acérées, on va dire. Après, j'ai beaucoup plus la rondeur, et puis après une espèce de mi-chemin un peu semi-réaliste pour les dessins de personnages. Voilà. Mais c'est un peu je me laisse porter, j'ai pas envie de me brider. J'ai tout changé sur cet album-là. Je suis passé en tout numérique. Myriam, elle faisait un peu la tête. Non, je plaisante, mais parce que j'ai la coutume d'offrir un original à chaque fois que je fais un album avec une autrice ou un auteur. On a passé un moment ensemble, on a procréé un album. Pour moi, c'est toujours important qu'ils en gardent une trace. Et donc, c'est un peu une promesse que j'avais fait à Myriam au départ. Et puis, j'ai changé de façon de travailler en cours de route. Bon, je me suis rattrapé, je pense, depuis. Mais je suis passé en tout numérique sur cet album-là. Pour la bonne et simple raison, c'est que je partage vraiment, encore une fois, ma vie d'auteur entre l'illustration et la bande dessinée. Et j'ai remarqué que mon vrai plaisir dans la bande dessinée, c'était pas de réaliser les planches elles-mêmes, c'était plutôt toute la partie narrative et découpage, la mise en scène. Tout ça, c'est très spontané, il y a à la fois de la spontanéité, en même temps beaucoup de réflexion sur comment amener les choses pour pouvoir transmettre les émotions telles qu'on les a ressenties, soit à la lecture, soit dans nos échanges, de se dire, bon, là quand même on a une scène émouvante, comment je vais pouvoir disposer mes compositions, tout ça pour que ça passe bien auprès du lecteur. Donc ça, c'est la partie qui me passionne. Par contre, je suis assez démoralisé à chaque fois que j'attaque un album de bande dessinée, parce que c'est un travail gigantesque, que je suis jamais sur des petites paginations. Les minimums, c'est toujours 70 pages. Donc
J'ai essayé pour ne pas me casser les pattes, simplement, de trouver une façon de travailler qui soit assez efficace, qui ne demande pas trop de process, de manière à alléger la charge de travail sur la partie purement réalisation des planches. Pour le reste, je ne lésine pas sur l'implication, le temps et tout ça, mais j'aime bien ne pas passer trop de temps sur une planche. Je préfère garder ce temps-là pour mes peintures sur des livres illustrés, où là je vais travailler à la gouache, acrylique, à la plume, à l'aquarelle, enfin tout ça, où là, comme ce sont des projets plus courts et chaque image est un petit tableau, pour moi c'est plus gratifiant personnellement que le travail en tradi sur une planche de BD. Je l'ai fait sur Épiphanie et Chaque jour Dracula. Mes albums étaient entièrement faits à la gouache en valeur de gris avec quand même une couleur en numérique derrière, parce qu'à ce moment-là j'étais encore un peu trouillard et j'avais peur de ne pas savoir gérer un album en entier à la couleur directe. Je pense que j'ai bien fait, dans le sens où ça a amené aussi une petite singularité à mon truc, c'est que on est un peu perdu, on ne sait pas si c'est du tradi ou pas. Par contre, je suis un bon tricheur, je pense, en numérique, c'est que ça a encore un peu le goût du traditionnel, tout en étant du numérique. Mais voilà, la réponse simple, c'est que ça me fait gagner énormément de temps. Et puis la réponse de cœur, c'est que ce temps-là, je l'ai pour faire des choses à part, sur lesquelles je vais pouvoir expérimenter et continuer à chercher un peu ce que j'ai envie de faire. Voilà. Parce que je pense que c'est une recherche un peu perpétuelle quand on fait ce métier. Il y en a tellement. C'est pour ça, ouais, je comprends le côté piège, hein, parce qu'il y a eu tellement d'auteurs et d'autrices de référence et que j'admire pour des raisons complètement différentes à chaque fois. Je pense qu'il y en a un, c'est marrant, en fait il me vient tout de suite parce que j'en ai parlé ce matin avec quelqu'un. Il y a un auteur qui s'appelle Sergio Topi, qui est un auteur italien, qui a fait de la bande dessinée mais pas que, et il a fait dans certains de ses albums de bande dessinée une lecture bande dessinée mais qui se fait par une seule et même illustration, c'est-à-dire qu'on se promène dans la page, la narration se fait mais sans être enfermé dans des cases. Et pour moi c'est de la magie, parce qu'il a un vrai sens de la ligne, il sait guider un regard et il sait transmettre une narration sans qu'il y ait besoin d'autre chose que de suivre le chemin. C'est un guide, voilà. Et lui, je crois que j'aimerais bien être dans sa caboche pour savoir comment ça fonctionne, quoi. Parce que indirectement, directement il m'a influencé, mais j'aime bien moi de temps en temps m'amuser sur la composition, justement à orienter le lecteur parfois sur des fausses routes qui vont après le surprendre quand il aura le texte en tête et de se dire « Oh là là, mais j'y étais pas du tout ». Et ça m'amuse. Maintenant, ouais, je pense, oui, mais il y en a tellement. À l'époque, dans les débuts de Claire Wenling aussi, il y avait Les Lumières de la Malou. Tu vois, je vais tricher, je vais t'en dire plein en fait. Mais elle m'a toujours fasciné, et en fait ses premiers albums, qui étaient déjà virtuoses en dessin, mais qui étaient encore sujets à des petites imperfections et tout ça, mais qui avaient enfin moi je les voyais pas, ces imperfections, mais ça reste le premier et le deuxième album, même si j'adore l'intégralité de son travail, il y avait une fraîcheur et une spontanéité dans ces deux premiers albums où on sent une grande dessinatrice derrière, mais qui arrive à amener un feeling, j'en frissonne un petit peu, mais d'émotion en fait, moi, où j'avais presque même pas besoin de lire les bulles, rien que c'est de parcourir les cases, ça me procurait une émotion folle. Puis elle est une petite dernière qui a été une grande source d'inspiration pour moi, et qui m'a un peu orienté vers ce métier sans le savoir, même si j'ai eu l'occasion de la rencontrer et de lui dire tout le bien que je pensais de son travail. Mais il y a Rebecca d'Outremer en illustration, pour les mêmes raisons.
parce qu'elle est virtuose techniquement, mais c'est pas ce qui m'intéresse du tout dans son travail. Je serais ravi de savoir faire ce qu'elle fait, mais je pense que la technique c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du labeur, et que derrière tous les bons techniciens qu'on peut avoir ou techniciennes en illustration ou en bande dessinée, en fait c'est vraiment ce qu'ils ont derrière la force en fait. Pour parler comme dans Star Wars, il y a quelque chose en fait derrière qui est au-delà d'un joli dessin, qui est un truc, on est devant et voilà, moi ça me laisse quoi. Je me dis, je suis content, j'ai passé une bonne journée, là j'ai pris une bonne émotion juste en... Moi je suis assez sensible et ça m'est arrivé de fondre en larmes devant des tableaux, juste parce qu'ils m'ont complètement transcendé, même sur des choses, ça m'est arrivé, c'est terrible, mais parce que je pensais en avoir pas grand chose à... Enfin, je pensais pas être sensible à ce tableau-là, mais je suis tombé devant les Demoiselles d'Avignon que j'ai vues en vrai dans un musée, et les larmes, elles me sont venues. Pourtant, je suis pas spécialement très attiré par le cubisme et tout ça, mais je sais pas, il y a un truc qui s'est passé et c'est pas la première fois que ça m'arrivait, mais là ça m'a vraiment surpris. Voilà. Donc voilà, dans des autrices et des auteurs qui ont su me procurer ça, les trois que je t'ai cités, déjà c'est cool.